Avant la célébrité, avant les millions d'albums vendus, Engelbert Humperdinck dormait sur des bancs, se cachait dans des cabines téléphoniques et chantait pour quelques pièces. À l'époque, il n'était qu'Arnold Dorsey, sans le sou, inconnu, rejeté par presque tout le monde. Il a même combattu la tuberculose, une maladie qui a failli mettre fin à sa carrière avant même qu'elle ne commence. Aujourd'hui, à presque 90 ans, Engelbert est toujours sur scène, mais derrière les projecteurs se cache une vie de lutte, de sacrifice et de pertes déchirantes. Bien avant de devenir Engelbert Humperdinck, Arnold George Dorsey a mené une vie marquée par les épreuves, la maladie, la pauvreté et des combats émotionnels silencieux. Né en 1936 à Madras dans l'Inde britannique, Arnold était le 9e d'une fratrie de 10 enfants dans une grande famille militaire. Son père, Mervyn Dorsey, était un sous-officier de l'armée britannique d'origine galloise et sa mère, Olive, avait des racines allemandes. Le foyer des Dorsey fonctionnait comme un régiment, discipline stricte, obéissance et manque de ressources. Son enfance, selon les standards coloniaux, était relativement privilégiée, mais cela changea brusquement. En 1947, avec l'indépendance de l'Inde et la chute de l'Empire britannique, les Dorsey s'installèrent à Leicester en Angleterre. Le choc fut brutal. Du confort relatif d'une vie coloniale, ils passèrent à la rudesse d'un paysage industriel d'après-guerre. Le jeune garçon perdit en un instant toute notion d'identité, de repère et de sentiment d'appartenance. J'ai grandi en Inde jusqu'à mes 10 ans environ. Mon père était dans l'armée britannique. Nous avions un style de vie très confortable. Puis nous sommes retournés au Royaume-Uni. L'argent manquait, se souvient-il. Leicester était grise, marquée par les séquelles de la guerre et peu accueillante pour les enfants qui avaient un accent ou une apparence différente. La voix d'Arnold portait encore les sonorités de l'Inde. Ses vêtements étaient différents, sa peau légèrement plus foncée que celle de ses camarades. Il était moqué, ignoré ou simplement exclu. Les enfants du quartier ne venaient jamais me chercher comme ils le faisaient pour mon frère. Alors, je me sentais à l'écart. À l'école, Arnold fut étiqueté comme rêveur. Il passait son temps à regarder par la fenêtre, perdu dans son imagination pendant que les cours défilaient. À l'école, je n'arrivais pas à apprendre parce que j'étais dans la lune. Ma tête était tournée vers la fenêtre au lieu de la page que j'étais censé lire, confia-t-il plus tard. Ce décalage rendait l'apprentissage difficile et à 15 ans l'obligea à quitter l'école pour apprendre un métier. Il commença alors à travailler comme apprenti dans une usine d'ingénierie. Son premier salaire fut de 28 shillings dont la majorité allait à sa mère pour l'hébergement et les repas. Je vivais avec 5 shillings par semaine, dit-il. Le travail était monotone et démoralisant, mais abandonner n'était pas une option, pas dans une maison gouvernée par les valeurs militaires. Je détestais ça, mais c'était le souhait de mon père que j'aie un bon emploi dans l'ingénierie. Mais la musique fut toujours son refuge. Il avait commencé à apprendre le saxophone à 11 ans, encouragé par sa mère, musicienne de talent. Bien qu'extrêmement timide et socialement maladroit, Arnold trouvait dans la musique de brefs instants d'évasion. Il s'exerçait avec obsession et à la fin de son adolescence, il commença à jouer dans des clubs. Mais le chant lui restait secret, réservé à l'intimité, caché derrière un rideau, sous une table ou derrière une porte. J'étais très timide. Quand j'étais petit, je ne pouvais chanter pour ma famille que si j'étais caché. La première fois qu'il chanta en public, il avait 17 ans. Une pinte de bière lui donna le courage nécessaire pour affronter une scène. Il interpréta Wanted et pour la première fois de sa vie, des inconnus l'applaudirent. Il ne faisait jamais ça quand je jouais du saxophone, se souvient-il. Ce fut le premier éclat dans une vie jusque-là marquée par l'invisibilité. Mais cela ne changea pas encore son destin. Il adopta le nom de scène Jerry Dorsey, ses amis disant qu'il ressemblait à Jerry Lewis, et se produisit dans des clubs ouvriers. Pourtant, pendant près d'une décennie, il resta enfermé dans l'obscurité. En 1958, il sortit son premier single chez Decca Records, Crazy Belle, qui passa inaperçu malgré des passages à la télévision dans Oh Boy. Il rejoignit Parlophone la même année, mais son second titre ne parvint pas non plus à percer. Cette même année, il participa à The Big Beat Show, une tournée itinérante avec d'autres artistes en difficulté. Le salaire était bas, le travail épuisant et la reconnaissance toujours absente. Puis vint le coup le plus dur. En 1961, alors qu'il commençait à faire son chemin dans l'industrie, Arnold contracta la tuberculose. Il avait 25 ans et venait de gagner assez d'argent grâce à la télévision pour acheter une maison à ses parents. Soudain, il se retrouvait alité, incapable de respirer correctement, incertain de pouvoir chanter un jour à nouveau. Il passa des mois à l'hôpital, regardant s'effondrer tout ce qu'il avait construit. « J'ai dû abandonner la maison que j'avais achetée pour mes parents. Je ne pouvais plus payer l'hypothèque, raconta-t-il. C'était douloureux.
Il fut contraint de s'endetter et parfois dut emprunter simplement pour survivre. J'étais si pauvre que je ne pouvais presque plus payer de loyer. J'avais beaucoup de dettes fiscales. Après avoir survécu à la tuberculose, il retourna sur scène, mais il devait repartir de zéro. Il avait perdu son élan, sa sécurité financière et sa fragile confiance. Il chantait dans des clubs presque vides pour peu ou pas d'argent, tout en luttant contre une anxiété paralysante. J'étais déterminé à devenir chanteur, mais mes nerfs étaient très fragiles, admit-il. Il y avait toujours cette peur que si je faisais une erreur, je serais puni. En toile de fond, sa famille, grande et fière, ne comprenait pas toujours ses rêves. Son père, qui rêvait d'un fils avec un métier stable, fut déçu lorsqu'Arnold abandonna l'ingénierie. Ça l'a un peu contrarié, dira plus tard Humperdinck, mais cela ne l'arrêta pas, je voulais faire quelque chose de ma vie. Sa vie sentimentale reflétait aussi son insécurité. À 18 ans, il eut un unique rendez-vous adolescent. La jeune fille lui demanda de chanter. Il accepta à condition de pouvoir lui tourner le dos. Il chanta Wanted et quand il se retourna, elle était partie. Elle s'était volatilisée, dit-il. Le souvenir, partagé avec humour et douleur, résume combien il se sentait vulnérable et invisible, même en amour. À 18 ans, il rejoignit l'armée, épuisé émotionnellement. Ironiquement, l'armée l'aida à se reconstruire. « Être dans l'armée m'a rendu plus viril », dit-il. « Cela m'a sorti de ma coquille. » Mais une fois démobilisé, la lutte recommença. Toujours pas de contrat, toujours pas de percée. Prisonnier de ses propres échecs, après des années de singles ratés et de performances anonymes sous le nom de Jerry Dorsey, sa transformation en 1965 sous la houlette de son manager Gordon Mills ouvrit une nouvelle ère pour ce chanteur en difficulté. Mills, cherchant à relancer la carrière de plusieurs jeunes artistes, attribua à chacun un nom de scène audacieux. Aux côtés de Tom Jones et Gilbert O'Sullivan, Dorsey devint Engelbert Humperdinck, empruntant le nom à un compositeur d'opéra allemand du XIXe siècle. Ce pseudonyme étonnant s'avéra étonnamment efficace. Le tournant décisif survint en 1967 avec la sortie de Rollies Me, un titre resté sur les étagères pendant des mois. Après une apparition télévisée inattendue au London Palladium, la chanson explosa en popularité, atteignant jusqu'à 85 000 exemplaires vendus par jour à son apogée. Son succès fut tel qu'il empêcha Strawberry Fields Forever, Pennyland des Beatles, d'atteindre la première place des charts britanniques. Un exploit rarissime. Le single resta 56 semaines dans le top 50 britannique et atteignit la 4e place du Billboard américain, son plus haut classement aux États-Unis à ce jour. Ce n'était pas seulement un hit, c'était un moment culturel qui propulsa Humperdinck sur la scène mondiale. Mais cette ascension ne se fit pas sans difficulté. Même après Rollies Me, il dut faire face au scepticisme. On le catalogua rapidement comme un crooner, une étiquette qu'il rejeta. « Aucun crooner n'a l'amplitude vocale que j'ai », déclara-t-il fièrement. « Je peux atteindre des notes qu'aucune banque ne pourrait encaisser. » Malgré ses protestations, il fut classé parmi les chanteurs de ballades romantiques. Une image qui lui valut une immense popularité, notamment auprès des femmes, mais limita sa reconnaissance critique. Dans la foulée de Rollies Me, Humperdinck enchaîna les succès avec There Goes My Everything, The Last Waltz et A Man Without Love. Les albums de cette période, The Last Waltz, A Man Without Love et Engelbert, se vendirent à des millions d'exemplaires, consolidant sa réputation comme l'un des plus grands ambassadeurs de la pop britannique. Pourtant, la presse spécialisée lui offrait rarement le respect réservé à ses homologues rock. Son attrait grand public et son image lisse à la télévision lui valurent un certain mépris des critiques. Dans les années 1970, il bâtit une base de fans mondiale grâce à des tournées intensives et de fréquentes apparitions télévisées. Il se produisit en tête d'affiche à Las Vegas et anima son propre show, partageant la scène avec des stars comme Ray Charles, Dusty Springfield et Tony Bennett. Ses résidences au Riviera Hotel de Las Vegas devinrent emblématiques de sa carrière, attirant des milliers de spectateurs chaque soir. Il connut aussi le succès avec After the Lovin', qui lui valut une nomination aux Grammy Awards et un disque d'or aux États-Unis, son single le plus populaire des années 1970. Produit dans le style du Philadelphia Sound, ce titre montra que Humperdinck savait évoluer avec son époque, tout en restant fidèle à la romance classique. Durant les années 1980 et 1990, sa production musicale resta constante, même si elle attirait moins les projecteurs. Il enregistra sans relâche, atteignant plus de 200 concerts par an à son apogée. Il fit aussi des apparitions dans les séries The Love Boat et Fantasy Island, adoptant une image plus légère et divertissante. Il sortit plusieurs albums pour divers marchés, incluant des versions en allemand et des duos. En 1989, il reçut une étoile sur le Hollywood Walk of Fame et un Golden Globe en tant qu'artiste de l'année. Les années 2000 marquèrent un regain d'intérêt pour Humperdinck.
Sa compilation Engelbert rattache His Very Best le ramena dans le top 5 au Royaume-Uni. En 2014, il lança Engelbert Calling, un album de duo avec Elton John, Willie Nelson, Olivia Newton-John, Gene Simmons, entre autres. Ce retour dans les médias traditionnels fut accompagné d'interventions à la radio et à la télévision. L'album fut salué pour sa production et mit en lumière la capacité de Humperdinck à collaborer à travers les générations et les styles musicaux. En 2012, à l'âge de 76 ans, il fut choisi pour représenter le Royaume-Uni à l'Eurovision avec la chanson Love Will Set You Free. Malgré de grands espoirs, il termina avant-dernier, un résultat décevant qui ne reflétait pas son talent, mais soulignait les difficultés à rester pertinent dans un paysage pop en constante évolution. Même si ses succès dans les charts devenaient plus rares, Humperdinck continua à sortir de nouveaux albums. En 2017, il dédia The Man You Want to Be à son épouse Patricia, atteinte de la maladie d'Alzheimer. La musique est l'une des seules choses qui aident vraiment les personnes dans cet état, expliqua-t-il. L'album contenait des reprises modernes comme Photograph d'Ed Sheeran et Just the Way You Are de Bruno Mars, révélant une facette plus douce et intime. La résilience du chanteur se manifeste dans ses projets les plus récents. Il a sorti des collections d'enregistrements inédits. En 2022, son titre de 1968 A Man Without Love connut une nouvelle vie en étant intégré à la série Moon Knight de Marvel, permettant à une jeune génération de découvrir sa voix. L'année suivante, il enregistra une reprise de I'm Forever Blowing Bubbles pour le film Bullet Train. L'héritage d'Humperdinck repose non seulement sur ses tubes, mais aussi sur son engagement sans faille envers son article. Il s'est produit dans plus de 100 pays, sorti plus de 80 albums et vendu plus de 140 millions de disques à travers le monde. Ses distinctions, nominations aux Grammy, Golden Globe, honneurs royaux, ne racontent qu'une partie de l'histoire. L'autre, c'est sa capacité à durer. Un homme presque oublié au début des années 60, qui s'est réinventé à 30 ans et qui chante toujours à la fin de la décennie de ses 80 ans. Derrière la gloire mondiale d'Engelbert Humperdinck, ses tubes en tête des classements et ses décennies de concerts à guichets fermés se cache une histoire plus sombre, celle de pertes financières, de trahison et de leçons douloureuses liées à une confiance mal placée. Dans des entretiens sans filtre, Humperdinck est revenu sur la gravité de la situation. Son manager de longue date, en qui il avait une confiance totale, s'est révélé avoir utilisé des millions issus de ses revenus pour rembourser ses propres dettes de jeu. « J'ai perdu des fortunes », a-t-il admis. L'ignorance est une chose terrible et je dois dire que mon ignorance m'a causé beaucoup de chagrin dans ma vie. Il avait confié tout son avenir financier à un homme qui allait le trahir. Et quand la vérité éclata, les dégâts étaient irréversibles. Au sommet de sa carrière, Humperdinck faisait partie de la société MAM qui gérait ses revenus, ses placements et ses droits d'auteur. Inconscient des complexités du monde des affaires, il laissa presque tous ses revenus y être canalisés. Lorsqu'il décida finalement de vendre ses parts et de rompre avec l'entreprise, cela semblait être un pas vers la liberté. Mais le sort fut cruel. Peu après son départ, MAM vit sa valeur exploser après son rachat par Chrysalis. « J'ai fait cela au mauvais moment », dit-il. Une grande partie de ma fortune m'a été arrachée à cause de mauvais jugements. Les coups durs ne s'arrêtèrent pas là. Dans les années 1980, Humperdinck investit dans un hôtel à La Paz au Mexique dans l'espoir de diversifier ses revenus. Mais il découvrit trop tard qu'en tant qu'étranger, il devait légalement s'associer à un partenaire mexicain pour posséder un bien. Cet oubli lui fit perdre l'intégralité de l'investissement. « J'ai tout perdu », dit-il simplement. Une phrase courte qui masque une douleur profonde. Ces erreurs ne furent pas dues à de l'extravagance ou de l'imprudence. Elles naquirent d'une foi sincère mais naïve dans le fait que les autres agissaient dans son intérêt. Il déclara un jour, « Il y a deux mots ici, show et business. Moi, je fais le show et les gestionnaires s'occupent du business. » Mais cette répartition des rôles, courante chez les artistes, l'avait dangereusement exposé. Il avait placé sa confiance dans des gens qui, selon ses mots, ne comprenaient ni la musique ni l'industrie, et pire encore, ne le protégeaient pas. Finalement, il reprit le contrôle. Son fils Scott Dorsey prit en charge ses affaires. Un changement décrit comme un soulagement. « Mon fils ne va pas arnaquer son propre père », dit-il avec calme. Malgré tout ce qui a été perdu, Humperdinck a trouvé un nouveau chemin soutenu par sa famille et l'amour indéfectible de ses fans. Mais les cicatrices demeurent. « Je ne comprenais pas grand-chose à ce qui se passait quand j'ai eu du succès pour la première fois », confia-t-il. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je ne suis pas un homme meilleur aujourd'hui. Après des décennies de reconstruction, il ne donne plus 300 concerts par an, mais il tourne encore, il chante encore, il tient bon. Les leçons financières ont été cruelles, mais il a tenu bon. Pour Engelbert Humperdinck, l'amour n'a jamais été qu'un thème musical. C'était le fondement même de sa vie. Et au cœur de cet amour, il y avait Patricia Healy, son épouse pendant 56 ans,
son âme sœur est la force discrète derrière l'un des plus grands crooners romantiques au monde. Ils se sont rencontrés en 1956 sur une piste de danse du palais de danse à Leicester. Patricia n'avait que 17 ans. Engelbert, encore connu sous le nom d'Arnold, avait 20 ans et était un chanteur fauché. Sans renom ni perspective, j'ai commencé à courtiser à 20 ans celle qui allait devenir ma chère épouse que j'ai perdue récemment, disait-il en 2021 après sa mort. Il ne la épousa qu'en 1964, non par doute, mais parce qu'il voulait d'abord être en mesure de subvenir à ses besoins. À cette époque, il partageait peu, des rêves, de l'amour et une farouche détermination. Son père avait un jour demandé à Patricia de convaincre Arnold de se trouver un vrai métier. Elle refusa net. « Papa, lui dit-elle, il fera ce qu'il veut. C'est quelqu'un de très têtu. Il veut réussir dans le spectacle et il continuera d'essayer jusqu'à ce qu'il y arrive. » Dans ces années difficiles, alors qu'Engelbert dormait dans des cabines téléphoniques et des toilettes publiques pour aller chanter, c'est Patricia qui avait trouvé de l'argent pour qu'il puisse participer à un concours de talent sur l'île de Man. Il gagna. Le prix de 75 livres changea tout. Elle était tellement bonne avec moi, se souvient-il. Elle me faisait me sentir bien. Elle m'a soutenu toutes ces années. Mais leur vie n'a pas été exempte de tempêtes. Humperdinck a été poursuivi dans plusieurs affaires de paternité et Patricia déclara un jour qu'elle pourrait tapisser une chambre entière avec les documents juridiques reçus. Pourtant, elle resta forte, lucide et honnête, allant même jusqu'à écrire un chapitre entier dans l'autobiographie de son mari où elle abordait directement ses infidélités. « Les hommes en ont besoin », écrivait-elle sans détour. « C'est pourquoi je ne m'en souciais pas tant que cela restait sexuel, mais quand ça devient une relation, là, ça fait mal. » Patricia ne tolérait pas les mensonges. Elle exigeait la vérité et Engelbert respectait cela. Elle ne mâchait jamais ses mots, dit-il. C'est ce que j'aimais chez elle. Leur amour a traversé des décennies de célébrité, 4 enfants et d'innombrables tournées à travers le monde. Ils ont partagé des maisons en Californie et à Leicester. Elle montait à l'arrière de sa Harley Davidson. Ensemble, ils ont fondé une famille soudée et tout au long de ce parcours, Patricia ne fut jamais sous les projecteurs, mais elle en fut toujours la lumière. Puis vint le long adieu. En 2011, Patricia fut diagnostiquée de la maladie d'Alzheimer. Engelbert se jeta dans le rôle de soignant avec la même passion qu'il consacrait à sa musique. Il essaya tout, électroacupuncture, cellules souches en Allemagne, aux Bénites de Lourdes. Miraculeusement, après 3 ans de silence, elle prononça à nouveau son prénom. « J'ai vraiment cru qu'elle allait s'en sortir », dit-il. Mais au début de l'année 2021, la Covid-19 entra dans leur maison de Los Angeles. Engelbert et ses enfants priaient chaque soir à 20h. C'était une chaîne de prières, dit-il, et je sentais ses prières. Patricia s'accrocha, elle lutta, elle survécut au virus, mais son cœur ne tint pas. Elle succomba à un arrêt cardiaque le 5 février 2021 avec Engelbert à ses côtés, leurs enfants en appel vidéo et une fiole d'eau bénite de Lourdes près de son lit. On ne réalise ce qu'on a perdu que lorsqu'il n'est plus là, confia-t-il. Après la perte de Patricia, je me suis senti vulnérable. Aveugle. Toute ta façon de penser change, ton cœur change, tout ton monde change. Il aurait pu arrêter. Personne ne lui en aurait voulu. Mais Patricia n'aurait jamais accepté cela. Elle lui avait toujours dit de continuer. « Tu dois le faire », répétait-elle. « C'est ton métier. » Alors, il est remonté sur scène. Désormais, chaque parole pique. Chaque chanson a une résonance plus profonde. Je dédie une chanson qui s'appelle Everywhere I Go à Patricia, partage Engelbert. Je l'ai écrite il y a 30 ans, mais elle n'a jamais eu autant de sens qu'aujourd'hui. Son nouvel album All About Love est un hommage à elle. Même au cœur d'une renaissance artistique tardive avec ses chansons dans Bullet Train, Moon Knight et The Umbrella Academy, son cœur reste enlacé à Patricia. Elle était mon rock, mon âme sœur, dit-il. C'est extrêmement difficile de perdre quelqu'un avec qui on a tout partagé. Je regarde les jardins qu'elle avait créés et tout me revient. À 89 ans, Engelbert teint toujours ses cheveux, porte fièrement ses favoris, clin d'œil à l'homme dont Patricia était tombée amoureuse. Mais derrière les paillettes du show business, il y a simplement un homme en deuil de la femme qui a marché à ses côtés pendant toute une vie. Et quand il chante aujourd'hui, c'est à elle qu'il chante. Toujours. Elle voudrait que je continue. Derrière chaque homme, il y a une grande femme, dit-il. Et elle était la mienne. Engelbert Humperdinck a aujourd'hui presque 90 ans. Il chante encore, mais la vie sans Patricia a laissé des traces. Son énergie, ses mots, ses chansons, tout porte désormais un autre poids. Et vous, qu'est-ce qui selon vous le fait encore tenir? L'amour, l'habitude ou le devoir? Dites-le nous en commentaire.
Et si cette histoire vous a touché, mettez un j'aime et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits comme celui-ci.